Rebonjour, je vais demander aux dernières personnes de s'installer. Place maintenant au sujet de la supply chain et de ses nécessaires résilience et digitalisation, compréhension des défis logistiques d'aujourd'hui, data, automatisation, jumeaux numériques et bien sûr le sujet majeur de la décarbonation. Beaucoup de sujets à l'ordre du jour dans la table de ronde que nous allons vous proposer. Et pour cela, je vais accueillir plusieurs intervenants que je vous demande d'applaudir. Excusez-moi. Grégoire Borgols, distribution et grosse lead France pour Picnic. Isabelle Dresco, managing director pour Chef France et Maroc. Grégory Boulanger, managing director pour Accenture. Olivier Nolan, président directeur général de SAP France. Je ramène les micros et nous commençons tout de suite. Voilà, ce petit arrangement logistique terminé, on va pouvoir débuter notre table ronde. Merci d'être avec nous. J'aime toujours commencer cette table ronde, en général, mes tables rondes, par une question de recontextualisation. Donc la première demande va être simple. En fait, quel est le poids de la supply chain aujourd'hui dans une entreprise? Et alors, j'ai la chance d'avoir avec nous deux grands acteurs du conseil et deux nouveaux modèles que sont Picnic et Shep. Donc, on va avoir des visions extrêmement différentes. Là, je vais m'adresser aux acteurs du conseil pour cette première question. Quel poids aujourd'hui pour la supply chain dans une entreprise? Je pense que c'est bon. C'est moi qui démarre. Oui, c'est vous. C'est moi. Bonjour Vanina, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être présent avec vous et d'avoir la chance de répondre à cette première question. Donc, dans mon activité, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, dans les thématiques qui me sont adressées, il y en a plusieurs. Bien sûr, on parle beaucoup d'innovation. C'est un sujet extrêmement important pour eux. Surtout en ce moment où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important aussi, c'est tout ce qui est la simplification, la standardisation. Et le troisième sujet qui est extrêmement important, qui revient très vite, c'est en effet la supply chain, qui, on y reviendra par la suite, qui a un rôle extrêmement important dans les entreprises aujourd'hui et qui fait face à beaucoup de défis. La supply chain, elle est extrêmement importante parce que déjà premièrement, c'est un élément de coût, de compétitivité. Le coût de la supply chain pour une entreprise, c'est extrêmement important pour aujourd'hui sa marge. C'est un deuxième élément extrêmement important pour répondre à la promesse de ses clients aujourd'hui. Donc on parle d'omnicanalité. Donc quand on veut aujourd'hui pouvoir délivrer un service et le meilleur produit à ses clients, il faut avoir la meilleure supply chain possible. Et le troisième élément dont on parlera aujourd'hui aussi, c'est une notion de responsabilité. La supply chain, elle est au cœur des défis environnementaux, au cœur de la décarbonation, et c'est effectivement du coup un sujet extrêmement important pour les entreprises. Grégory, je crois que vous avez aussi, en tout cas je vous avais demandé moi de définir aujourd'hui le poids de la supply chain dans les entreprises. Oui, bonjour à tous, absolument. Effectivement, nous on le voit dans les projets qu'on mène, on a de plus en plus de projets de transformation de la supply chain, vraiment au sens large. Et ce finalement c'est les points qu'Olivier a mentionnés, mais pour 4 raisons principales. Premièrement, c'est on vit dans un monde qui est de plus en plus perturbé pour différentes raisons. Problèmes de rupture de matières premières, des sujets de transport. Donc finalement, il y a un vrai besoin et des gros enjeux d'assurer, la supply chain doit assurer une vraie continuité de production et de livraison. Et ça, c'est son premier enjeu. Donc beaucoup de transformations associées, bien sûr. Il y a, dans le contexte qu'on connaît de forte inflation, pour rester compétitif, quels que soient les business, il faut travailler ses coûts et une part importante des coûts se situe au niveau de la supply chain. Il y a une troisième raison qui est parce qu'en supply chain, on produit, on déplace des marchandises. Lié à ça, il y a un gros enjeu de se transformer pour réduire et le plus rapidement possible l'impact sur la planète.
Et le dernier point, c'est que parce que le e-commerce ne fait que grossir dans tous les segments de notre industrie du retail, eh bien finalement, on a nécessairement une logistique et un transport qui est de plus en plus granulaire. Donc ça nécessite de se réinventer et de développer des supply chains qui sont de plus en plus omnicanales. Et j'allais dire que preuve de l'importance de ces transformations, on a mené une étude très large chez Accenture au niveau mondial dans le secteur de la distribution et des biens de grande consommation. Et ces entreprises prévoient de dépenser entre 2 et 3% de leur chiffre d'affaires au cours des 3 prochaines années pour transformer, moderniser leur supply chain pour répondre à ces enjeux. Donc, facteur probant quant au poids de ce sujet pour les entreprises. Alors, on parle de plus en plus d'une notion qui est celle de la résilience, puisque d'ailleurs c'est l'intitulé de notre table ronde. Pourquoi cette fameuse résilience est-elle finalement le nouveau Graal d'aujourd'hui dans les supply chains? Et d'ailleurs, voilà, comme tout nouveau mot un peu à la mode, quelle est la véritable définition d'une supply chain résilience? Je vous repasse la parole, Olivier. Oui. Bah, je pense que ce qui s'est passé depuis dernières années, en fait, a effectivement mis ce mot résilience très à la mode. En fait. Donc, on parle beaucoup de permacrise. Ça a démarré avec le Covid, ça a continué avec les conflits géopolitiques. Et je pense qu'on s'est tous rendu compte avec le Covid au quotidien que on était dépendant de beaucoup de choses et que cette supply chain, il fallait qu'elle puisse s'adapter en permanence à tous ces défis. En fait. Donc elle est au cœur, comme je disais, des entreprises. Alors je pense qu'il y a plusieurs définitions et peut-être que Grégory en aura une autre. Mais pour moi, il y a plusieurs éléments. Premièrement, je pense qu'il faut que la supply chain, pour qu'elle soit résiliente, elle soit équilibrée. C'est-à-dire elle est le point d'équilibre entre la demande des consommateurs et puis la diversité des produits et leur disponibilité. Donc, c'est extrêmement important qu'elle puisse s'adapter en permanence à ces deux éléments. Donc chez SAP, bien évidemment, ça ne vous a pas échappé, on fournit des solutions technologiques pour accompagner cela. Et d'ailleurs, la résilience de la supply chain, c'est pour nous une priorité stratégique. En fait, c'est d'aider les entreprises à construire des supply chains qui puissent s'adapter en permanence à ces environnements. Et j'ai un exemple, en fait, on a travaillé avec un client qui s'appelle Coop Norway, et avec eux, en fait, on a réussi à faire en sorte que 85% de leurs produits soient réapprovisionnés de manière automatique, en fait. Donc c'est un élément de résilience aussi, de pouvoir automatiser cette partie-là. Le deuxième élément derrière la résilience, c'est l'agilité, en fait. Donc c'est ça qui est important. Et chez SAP, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est de rendre cette supply chain la plus agile possible pour s'adapter à tous ces éléments qu'on voit bien qui sont imprévisibles pour la plupart, en fait. Donc on va accompagner les entreprises pour qu'elles puissent construire et s'interconnecter le plus facilement possible pour gérer cette agilité. Et le troisième élément, c'est une supply chain qui est intelligente pour qu'elle soit résiliente. Et c'est là toute la capacité qu'on va avoir à ajouter des technologies. Donc je parlais d'intelligence artificielle. Bien évidemment, l'intelligence artificielle va avoir un rôle clé par rapport à ça. On parle aussi d'IoT qui va permettre aussi d'avoir une meilleure traçabilité des actions et voilà, toutes les technologies possibles qui vont permettre de rendre cette supply chain la plus intelligente possible pour s'adapter. Grégory, comment Accenture définit cette résilience? Alors, nous, la résilience, de manière assez simple, on l'a définit par une supply chain résiliente, c'est une supply chain qui est capable d'avoir un fonctionnement qui soit absolument continu, malgré des perturbations de nature diverses. Et finalement, on travaille souvent sur à peu près sur 7 axes. Le premier, évidemment, tu l'as cité, Olivier, c'est l'alignement de demand et planning. Mais les 6 autres capacités qu'on identifie, la deuxième, c'est vraiment d'être capable d'identifier très tôt des perturbations dans les systèmes de manière à pouvoir réagir. La troisième, c'est d'être capable de simuler ces évolutions, ces perturbations qu'on observe et de pouvoir anticiper quels seront leurs impacts.
ça soit, et évidemment de corriger, que ce soit par l'augmentation d'un stock de produits finis sur un point de stock, ça peut être par la réorganisation d'un plan de transport, etc. Donc c'est cette troisième capacité. Ensuite, il y a, de manière peut-être plus opérationnelle, quatrième, c'est vraiment de travailler sur une sécurisation du sourcing avec du double, du triple sourcing systématique sur tous les composants critiques, ce qui paraît être un basique, mais qui n'est pas forcément fait. Donc ça, on le développe. Ensuite, on a une cinquième capacité qui est vraiment de, là aussi c'est fait, mais ça peut être professionnalisé, automatisé, c'est tout ce qui va tourner autour de la réservation de capacités de production, de transport, de matière. Enfin, deux dernières capacités, une qui est peut-être un petit peu plus moyen terme, long terme, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, j'espère, c'est vraiment d'aller vers des systèmes plus distribués. Ça veut dire avoir des réseaux d'usines, d'entrepôts qui soient plus distribués à travers le monde, des plus petites unités, souvent plus automatisées, mieux réparties, de manière à avoir quelque part un ensemble d'écosystèmes autosuffisants, indépendants pour servir les différents de bassins de consommation. Et dernier point, c'est quand c'est possible et pertinent, intégrer verticalement la supply chain. Donc tout cela, finalement, ça a un coût, ça nécessite des gros investissements pour se transformer. Et voilà, ça se planifie, ça s'organise. Et en tout cas, on accompagne les entreprises du secteur sur ces sujets. Alors j'aimerais maintenant qu'on s'interroge sur les défis de la supply chain, les prochains défis. Isabelle, vous travaillez pour Shep. Alors je vous présente comme un nouveau modèle. Pour autant, vous travaillez vous travaillez déjà depuis 70 ans chez Shep sur un outil qui est un peu la colonne vertébrale de la supply logistique, qui est la palette. Vous l'avez réinventé, vous l'avez digitalisé, et aujourd'hui, vous êtes au cœur des flux, finalement, avec cette palette, qui est quand même l'élément central, au cœur de 1500 des flux logistiques de 1500 entreprises leaders du secteur. C'est-à-dire que vous avez vraiment une position d'observateur privilégié, quant à l'état actuel de cette supply chain. Quels sont les défis que vous constatez aujourd'hui chez vos clients et chez vous également par rapport aux défis qui vont être à relever sur ce secteur? Merci Vanina pour cette question. Donc nous, notre métier, c'est de livrer des palettes à nos clients sur leur site de production pour qu'ils y mettent leurs produits, qu'ils envoient après dans tout le retail, chez tous les distributeurs. Donc effectivement, on est au cœur de l'opérationnel, on va dire, pour faire circuler et faire bouger les produits au sein de la supply chain. Les défis, ils sont déjà dans la résilience qu'on vient d'évoquer sur toutes les disruptions qui ont eu lieu sur les 18 derniers mois en termes de demande, de prix, de pénurie de matières premières. Il a fallu assurer ce transfert des produits qui n'a pas toujours été évident, avec des demandes de nos clients qui ont beaucoup fluctué dans le temps. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est qu'il y a eu des phénomènes de stockage sur le marché pour se prémunir et prévoir un petit peu cette insécurité. Et ces stocks, ils ont ralenti, voire immobilisé la supply chain. Donc, tout un tas d'agents qui aident à faire circuler les biens, finalement, ont été interrompus un petit peu dans cette dynamique avec l'inflation qui a généré beaucoup de stocks. Et le dernier défi, j'ai envie de dire, c'est un défi de fraude et de pertes qui peuvent s'opérer sur cette supply chain. Il y a beaucoup de valeurs qui circulent. Alors, les palettes ont une certaine valeur, les produits qui sont dessus en ont encore plus. Et donc, on a un défi commun de s'assurer qu'on est capable de suivre les produits dans la supply et de garder le contrôle sur ce qui se passe aux différentes étapes que les produits occupent. Vous me disiez notamment que vous perdiez entre 600 000 et 1,5 million de palettes par an. Donc, on imagine aussi que pour les marchandises, voilà. Et vous parliez aussi d'un sujet que j'aimerais évoquer brièvement, qui était aussi un climat de stress et de tension, dans lequel, en dépit du fait que le Covid était derrière nous, on était resté dans ce stress post-traumatique. Donc oui, je l'appelle le stress post-traumatique. C'est un petit peu ce que Olivier évoquait, c'est-à-dire que suite au Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Brexit qui était une autre forme de transformation. Donc les crises se suivent, ne se ressemblent pas, mais ont toutes des incidences importantes sur la fluidité des biens dans la supply chain. Et donc effectivement, ça a généré tout un tas de mécanismes de défense de la part des clients qui essayent, grâce à vos services, entre autres, de mieux prévoir et de mieux s'organiser pour distribuer leurs produits.
Merci Isabelle. Alors Grégoire, vous travaillez donc chez Picnic. Alors votre vision va être extrêmement intéressante parce que pour le coup, vous êtes un tout nouveau modèle, vous avez 3 ans d'existence, acteur du supermarché en ligne. Vous êtes né aux Pays-Bas, créé en 2015, vous êtes arrivé en France plus récemment en 2021. Je rappelle 1 million de livraisons au global, 1 milliard de chiffre d'affaires dans le monde. Alors que le marché des courses en ligne semble en berne, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu en misant tout sur la supply chain. C'est pour ça que votre témoignage va nous intéresser. Mais avant de nous raconter comment vous fonctionnez, quelle est votre vision sur les défis actuels de la supply chain? Bonjour à tous. Donc déjà, en plus de ce qui a été dit, je vois 2 défis. Le premier, c'est au niveau de... On est en hyper-croissance et on a aujourd'hui 20 000 personnes. On en recrute 500 par semaine, donc on a besoin de beaucoup de monde. Et donc, il y a un vrai... c'est un vrai challenge de trouver assez de personnes. Donc aussi bien dans les grands bassins d'emploi comme la région parisienne que Amsterdam ou que Berlin, mais aussi dans des plus petites villes comme Valenciennes ou Lille. Et comment on fait ça du coup? Déjà, on a une vraie politique d'égalité homme-femme. Donc on a 50% de femmes dans nos préparatrices de commandes et dans nos livreurs. Ça nous permet de nous adresser à 100% du marché au lieu de nous adresser... Dans un milieu qui n'est pas du tout mixte pour l'instant, hein, c'est ça, je le rappelle. Dans un milieu qui est très masculin, oui, avec des métiers donc, de préparation de commandes et de livreurs, dans lesquels on voit plus souvent un livreur qu'une livreuse. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est comme on a beaucoup de besoins, on recrute beaucoup toutes les semaines, de travailler sur la rétention. Donc on propose des contrats à tout notre personnel, on les forme. Et on a par exemple dans les 3 pays aucun auto-entrepreneur pour vraiment miser sur cette relation de long terme avec notre équipe. Et la deuxième chose, c'est un défi qui est pour tout le monde de la livraison en centre-ville. On voit par exemple dans le centre-ville de Lille, on peut plus le centre-ville de Lille est piétonnisé le samedi matin et après-midi. On ne peut pas y accéder. On ne sait pas exactement ce qui va arriver à Paris dans les prochaines années, mais ça va dans la même direction. Donc encore une fois, là, j'ai pas de solution, mais plutôt un défi, mais c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Oui. Qui est en pleine évolution. Alors, autre défi d'importance, c'est pour ça que je voulais qu'on y consacre un peu plus de temps qu'un simple balayage par une question, c'est le grand défi de la décarbonation. C'est un défi qui touche aujourd'hui tous les secteurs de l'entreprise et donc, de fait, la supply chain. Olivier Neland, comment vous percevez ce défi chez vos clients? C'est vrai que dans ce que je disais au début sur les priorités des clients, je n'ai pas cité la décarbonation, mais bien évidemment, c'est une priorité stratégique aujourd'hui de toutes les entreprises. Et c'est non seulement une priorité stratégique, mais c'est aussi des obligations réglementaires qui arrivent pour tout le monde, en Europe en tout cas, d'ici l'année prochaine, avec la CSRD notamment. Et on voit bien qu'en fait, la supply chain, dans cet environnement, elle est extrêmement énergivore en fait. Donc c'est une source importante de production de carbone. Donc elle est au cœur de cet enjeu-là. Et associé à ça, moi je vois 2 éléments. Le premier élément, c'est ce que je disais. Les entreprises ont de plus en plus une obligation de déclaration en fait de leur empreinte carbone. Et donc il y a un enjeu de traçabilité. Il faut que les entreprises soient capables de tracer tout ce qui se passe et d'associer une donnée carbone à chacune des transactions. Donc ça, c'est un défi extrêmement important qui pèse sur les supply chains. On travaille, nous, sur des solutions, notamment dans ce domaine. Et on annonce notamment le Green Ledger, la comptabilité carbone pour aider les entreprises, plus d'autres technologies. Et le deuxième élément associé, on mesure, mais aussi il faut optimiser en fait. Donc c'est comment aujourd'hui on accompagne les entreprises pour leur montrer, grâce à la technologie, comment elles pourraient faire différemment pour optimiser l'empreinte carbone associée à ces opérations. Et en fait, il y a un enjeu dont on va reparler par la suite, hein, qui est l'interconnexion, parce que la supply chain, ce n'est pas uniquement au sein d'une entreprise, c'est beaucoup plus large que ça, et donc c'est l'enjeu de cette mesure de bout en bout. Grégory, pour votre part, comment Accenture accompagne ses clients sur ce nouveau défi? Alors en fait, on les accompagne en remontant un petit peu en amont de la supply chain dès la R&D, hein, parce que l'enjeu c'est à la fois d'abord c'est de concevoir des produits, d'éco-concevoir les produits, ensuite de les fabriquer en juste quantité et de les distribuer avec le moindre impact carbone possible.
Donc, retravailler les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire retravailler voilà, les compositions, les recettes quand on est sur de l'alimentaire. Ça veut dire sur des biens durables, faire en sorte qu'on puisse augmenter leur durée de vie intrinsèquement, mais aussi par les services qu'on peut associer. En termes de production, c'est aussi c'est de travailler sur des sourcings voilà, qui soient plus proches, qui soient plus durables, c'est de revoir ses méthodes de production, c'est de favoriser autant que possible, et quand les coûts le permettent, l'utilisation de matières recyclées. C'est bien sûr aligner, et Olivier, tu l'as dit tout à l'heure, au maximum voilà, la demand et supply pour éviter de gâcher, d'éviter de détruire. D'ailleurs, il y a la loi AGEC là, va inciter, va mettre sous contrainte les entreprises de plus en plus pour les années à venir, tout au moins en France. Et c'est aussi, en termes de distribution, c'est être au plus proche, rapprocher les points de stock des clients. Et l'idée, c'est vraiment de réduire la distance parcourue par les marchandises, et pour arriver à une livraison qui a un impact le plus limité possible. Enfin, c'est aussi, en fait, corollaire de ça, c'est de se fixer des objectifs ambitieux, et d'être capable de les tracer. Donc ça veut dire mettre en place des solutions de traçabilité dont tu parlais, Olivier, et ensuite voilà, de mettre en place toute une comptabilité carbone qui permette de mesurer finement au produit l'atteinte de ces objectifs. Et puis c'est enfin, si on élargit un petit peu au-delà de la supply chain, la supply chain étant un moyen, c'est d'imaginer, et on travaille là-dessus avec nos clients, des business models alternatifs qui tournent autour de la location, le développement des produits d'occasion, de seconde main, pour essayer de rentrer dans un cycle plus vertueux. Voilà à peu près les gros sujets qu'on adresse sur la décarbonation. Alors, vous avez parlé de livraison à impact limité, c'est justement un des fondamentaux du projet Picnic. Est-ce que vous pouvez développer, Grégoire? Oui, bien sûr. Donc nous, c'est vraiment l'impact est au cœur de notre modèle. Donc aussi bien au niveau de la livraison, où toutes nos livraisons sont faites en voiturette électrique, et surtout au niveau du modèle, et même de façon plus largement au niveau de l'impact sociétal. Donc à l'heure ou plutôt au lendemain où beaucoup d'entreprises ont essayé de livrer le plus rapidement possible à peu près les mêmes courses que ce qu'on faisait chez Picnic, nous on a fait le choix de livrer à J+1 en faisant des tournées de livraison d'une douzaine de clients en véhicule électrique. Donc en fait, hier, 12 personnes prenaient leur voiture pour aller à l'hypermarché. Aujourd'hui, ces 12 personnes attendent un véhicule électrique qui fait une tournée ultra optimisée pour leur livrer finalement les mêmes courses. Et comme je disais tout à l'heure aussi, pour élaborer un peu sur l'impact sociétal, comme je disais tout à l'heure, tous nos collaborateurs ont un contrat, contrairement à ce que d'autres ont fait avec notamment des auto-entrepreneurs, etc., avec une certaine précarisation des métiers sur lesquels on travaille. Et je pense qu'en tant qu'entreprise de livraison, on a une responsabilité de créer le monde de demain, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc il y a l'impact carbone, mais il y a aussi le rôle sociétal de chaque entreprise. Isabelle, vous êtes aussi au cœur du sujet de la décarbonation, puisque votre modèle de palette, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il circulait en permanence. C'est-à-dire que pas une palette n'était jetée, mais elle utilisait, donc elle supportait les marchandises de vos clients, revenait ensuite et était réutilisée dans un système permanent. Donc vous êtes au cœur d'un modèle qui prône la circularité, facteur majeur de décarbonation. Donc quel est votre avis sur ce sujet pour les entreprises, toujours en tant qu'observateur de vos 1500 clients leaders? Donc la circularité, effectivement, elle est au cœur du modèle de Shep. On loue des palettes, on les récupère après utilisation, on les répare et on les renvoie. Une palette fait typiquement entre 50 et 60 tours, on va dire. Et donc c'est une des solutions que vous évoquiez, qui est le système de location, qui permet d'éviter d'acheter des produits qui sont après perdus. Donc ça, c'est une aide énorme pour nos clients. Dans leur travail de décarbonation, on aide de plus en plus nos clients à comprendre l'impact positif de nos solutions dans leur parcours et dans leurs engagements. On fait des analyses de cycle de vie pour nos clients, et on les aide à comprendre l'impact des solutions qu'ils peuvent choisir, comme par exemple la gestion de palettes locatives. C'est des solutions qui permettent d'éviter les déchets de palettes qui seraient perdues. C'est aussi des solutions qui permettent d'optimiser le transport
Il faut savoir qu'il y a 30 à 40% des camions sur la route qui circulent à vide. Et donc, on réfléchit beaucoup à comment est-ce qu'on utilise ces trajets-là pour soit ramener des palettes vides, soit aider à connecter nos clients entre eux. Si certains vont de A à B et d'autres de B à A, on aide à s'assurer que les transports reviennent pleins et non pas vides. Donc, tout ce modèle circulaire, il contribue, on va dire, au projet de décarbonation qu'on décrivait. Et vous me disiez que ces palettes étant digitalisées, vous aidiez aussi beaucoup aujourd'hui à la compréhension, en tout cas à la data justement liée à cette décarbonation, alors que jusqu'à présent elle manquait, mais qu'il nous manque peut-être un langage commun encore sur ce sujet-là. Oui, donc on parlera de la data un petit peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que la circularité et la décarbonation en général sont des sujets sur lesquels il n'y a pas encore beaucoup d'éléments de langage commun. Vous parliez de la législation qui évolue en France et la loi AGEC nous aidera d'ici peu, on va dire, à standardiser les approches. Mais pour le moment, c'est vrai que chaque client et chaque société définit ses objectifs de façon assez individuelle. Et il y a une vraie nécessité, je pense, de coordonner ces objectifs avec des langages communs. Je vais vous demander maintenant un exercice à chacun. On a parlé d'une supply chain idéalement résiliente. C'est d'en faire peut-être un portrait chinois. Quels sont pour vous les incontournables d'une supply chain si elle veut être résiliente? Olivier, je vous repasse la parole en premier. Alors, j'avais fait l'exercice avec ChatGPT et il m'avait donné des choses intéressantes. Mais je ne vais pas vous le dire, mais c'était intéressant. Je vous invite à regarder de votre côté. Moi, il y a trois mots-clés en fait, pour ce portrait chinois. Le premier, c'est la robustesse. En fait. Donc, c'est une supply chain qui doit être capable d'encaisser les chocs et de continuer à délivrer la promesse aux clients. Et qui soit robuste à l'épreuve du temps. Elle doit être aussi agile en fait. Donc, comme je disais au début, pour pouvoir s'adapter, il faut qu'elle ait cette capacité, cette flexibilité nécessaire à pouvoir s'ajuster aux crises et à toutes les disruptions que l'on voit au jour le jour. Et le troisième élément qui est critique, et on vient de le dire à l'instant, en fait, elle doit aussi être responsable. En fait. Donc il y a un impératif aujourd'hui qui est qu'on doit optimiser impérativement cette supply chain pour diminuer son empreinte carbone. Et aussi, comme il était dit, sur des engagements sociétaux. Donc elle a une exigence de responsabilité. Alors, vous avez cité l'agilité. L'agilité, c'est un élément phare en fait du fonctionnement du modèle Picnic. C'est comme ça que vous arrivez à tirer des résultats plus que probants. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on met en œuvre l'agilité au sein d'une supply chain? On a parlé aussi d'anticipation, donc je vais couvrir les deux d'un coup. Donc, dans le modèle de Picnic, on propose des prix d'hypermarché avec une livraison gratuite. Et comment on fait ça? C'est en proposant la livraison AJ+, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, on renverse d'une certaine manière la relation avec le client. On lui dit, vous allez attendre, pour avoir les meilleurs prix et une qualité de service supérieure, vous allez attendre. Et nous, ce que ça nous permet de faire, c'est justement d'avoir 12 heures ou 15 heures pour préparer cette livraison, quand d'autres ont 10 minutes ou 2 heures. Et donc justement, le fait de créer ce temps nous permet d'avoir une livraison et finalement une chaîne d'approvisionnement plus prévisible et plus efficace. De la même manière, donc ça c'est pour nos opérations actuelles et pour nos opérations futures. Donc quand on prépare notre expansion, on a des modèles, on parlera de la data tout à l'heure, on a des modèles qui tournent et qui peuvent anticiper en fait l'efficacité d'une livraison et les coûts que va engendrer la livraison dans une ville. Donc si par exemple on se dit demain qu'on veut ouvrir Lyon, on sait exactement combien de minutes ça nous prendra pour faire une livraison. Ça nous permet encore une fois d'anticiper et de mettre en place les choses pour que notre modèle fonctionne dans les villes dans lesquelles on est. Alors justement, Grégory, cette data et cette technologie dont parle Grégoire, c'est quelque chose aussi de très important pour créer une supply chain résiliente? Oui, absolument. En fait, cette capacité d'anticipation, elle se joue, je dirais, à 3 niveaux, quoi. Le premier, c'est évidemment d'améliorer en permanence la qualité de ces prévisions à tous les niveaux de la chaîne, et c'est de l'algorithmie de plus en plus développée, de l'IA, etc. Donc ça, c'est un premier point. C'est de
de piloter, de suivre. Donc c'est de mettre en place ce qu'on appelle des control towers pour vraiment avoir une vision complète de bout en bout des chaînes supply chain, parfois même en temps réel, hein, quand on peut le faire grâce à de l'IoT, notamment sur certaines parties de la supply chain. Et c'est aussi être capable de simuler des perturbations, un peu mettre le système sous contrainte pour comprendre où sont les points de faiblesse. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et donc finalement, dans tous ces sujets, l'IA prend une place de plus en plus importante. Hein, elle s'intègre maintenant à peu près partout. Mais finalement, avant de parler d'IA, il y a quand même un prérequis important qu'on oublie parfois, ou en tout cas on oublie la charge de travail et l'important, c'est vraiment la qualité de la donnée. Parce qu'en fait, comme vous le savez, donc, l'IA, c'est des algorithmes apprenants qui doivent être nourris avec de la donnée de qualité. Et nous, ce qu'on voit, c'est que voilà, la part finalement de la charge de travail sur des gros projets comme ça de prévision, elle est parfois de 40-50% juste pour travailler la donnée et la remettre bien au carré. Et derrière, de manière plus structurelle, c'est de mettre en place des mécaniques de gouvernance des systèmes, de gouvernance de la donnée pour qu'elle soit de meilleure qualité, la plus complète possible dans le futur. Alors, revenir aux essentiels, la qualité de la donnée, c'est aussi un parti pris fort que vous avez, je crois, Olivier. Oui, je pense que c'est un parti pris qui est derrière tout système d'information aujourd'hui. Quand on a beau avoir les meilleurs processus, les meilleures capacités, si la donnée n'est pas de qualité, on ne peut pas faire grand-chose. Donc en effet, derrière la résilience de la supply chain, c'est la donnée, elle est essentielle en fait. Donc, et cette donnée, pour qu'elle puisse répondre à tout ce qu'on vient de se dire, à toutes les thématiques, il faut qu'en effet elle soit la plus fiable possible. Donc il faut qu'on ait des systèmes qui soient capables de capter la donnée. Il faut que cette donnée elle soit temps réel pour qu'on puisse agir. Aujourd'hui, il faut qu'on ait la capacité à la capter et à agir au moment de son événement. Et puis le troisième élément, c'est qu'il faut qu'elle puisse être partagée, en fait. Donc, il faut qu'elle puisse circuler tout au long de la chaîne pour qu'on puisse l'analyser. Donc toutes les technologies dont on parle, l'IoT, l'intelligence artificielle, la capacité que l'on aura à agir, elle sera déterminante par rapport à ce que je viens de dire sur la donnée, en fait. Alors la donnée, la data, c'est le cœur du modèle de Shep et Picnic. Donc j'aimerais bien que vous racontiez à l'auditoire comment vous fonctionnez justement et comment vous faites de cette data la clé de votre modèle. Je laisse peut-être Isabelle commencer. Donc effectivement, une palette, ça pèse 25 kg, mais ça porte entre 1 tonne et 4 tonnes de produits. Et donc, c'est quand même intéressant de savoir où sont ces marchandises au sein de la supply chain. Donc, depuis déjà quelques années, on a développé ce qu'on appelle des palettes intelligentes. Donc, on a à peu près 500 000 palettes dans le monde qui sont équipées de traceurs dans 30 pays qui permettent de suivre le circuit des marchandises. Ça nous apporte une richesse de données très impressionnante sur ce qui se passe au sein de cette supply chain, qui était une partie un petit peu blind, enfin à l'aveugle, on va dire. Obscure, merci. Et donc, on dit que ces palettes sont capables d'illuminer la supply chain puisqu'elles donnent énormément d'informations sur ce qu'il se passe pendant les trajets. Ça permet de savoir où les produits peuvent être bloqués, s'il y a des produits volés, si les produits sont soumis à des températures très différentes. Donc, ça donne une richesse d'informations qui permet après de mieux traiter ces sujets et d'optimiser les flux des marchandises. Voilà, donc on illumine. En sachant que donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a peut-être 5-6 ans. Donc ce que vous me disiez, c'était qu'on pouvait tout localiser, sauf peut-être sa propre marchandise dans le monde. Et que cette data, vous alliez aujourd'hui la pousser plus loin, puisqu'aujourd'hui, elle servait votre fonctionnement. Demain, elle allait créer un autre modèle d'affaires, puisque vous alliez vraiment pouvoir mettre à disposition cette data auprès de vos clients. Exactement. Donc jusqu'à présent, on utilisait cette data vraiment pour nos opérations et s'assurer de la fluidité des palettes dans notre modèle circulaire. De plus en plus, on se rend compte que cette data a beaucoup de valeur pour nos clients qui comprennent mieux ce qui se passe au sein de leur circuit de distribution. Et donc petit à petit, on va pouvoir associer ce service
aux produits, enfin, on va dire à ce qui était jusqu'à présent une location de produits. On va y associer tout un tas de services associés à la gestion et à la valorisation des informations qui y seront associées. Merci Isabelle. Grégoire, c'est pareil, on a quand même parle de 400 analystes chez vous qui analysent les données. Donc on est vraiment sur un modèle 100% data. Oui, la data est vraiment au cœur du modèle et c'est vraiment une clé. En 2015, quand on a créé Picnic, on a fait le pari de développer toutes les applications qu'on utilise nous-mêmes. Donc aussi bien sûr l'application que voient les clients, mais aussi l'application de gestion d'entrepôt, de transport, de livraison. Et tout ça, c'est créé par 300 développeurs et maintenu par 300 analystes. C'est hyper complexe, mais jusqu'ici, ça a été un pari gagnant. Quand beaucoup choisissent d'externaliser, nous, on a choisi de tout internaliser, ce qui rend notre business très complexe aussi, mais ce qui nous rend incroyablement agile aussi. Dès qu'il y a un problème et qu'il faut ajouter une fonctionnalité, on peut la développer en interne. Quand il faut changer la couleur d'un bouton, on peut le faire en 2 minutes. Et c'est vraiment tous les jours, on peut faire des petites itérations, améliorer ce qu'on fait et être un peu plus efficace que la veille. Vous me disiez jusqu'à une trentaine d'applications créées pour aider toute la chaîne de valeur, de la préparation de commandes jusqu'à la livraison. Chez Accenture, la data est au cœur aussi, à un point tel que vous développez énormément actuellement le sujet des jumeaux numériques. C'est un sujet qui a 2-3 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, on a il y a maintenant 3 ans investi pas mal sur le sujet en collaboration avec le MIT pour développer une solution qui permet d'avoir vraiment une approche globale de la supply chain, de la modéliser complètement et de faire un jumeau, ce qu'on appelle un jumeau numérique d'un système supply chain. Une fois qu'on construit ce jumeau, on peut le mettre sous contrainte, l'exposer à un certain nombre de perturbations unitaires ou groupes de perturbations pour voir comment il réagit et identifier ses points de faiblesse qui permet, voilà, en faisant des boucles, de peu à peu améliorer sa résilience. Alors c'est des projets qui étaient assez complexes au départ pour des très grands acteurs, pas mal dans le consumer goods. Et maintenant, on commence à traiter ce sujet-là pour des entreprises un petit peu plus de taille plus petite. Et voilà, on a réussi à baisser le coût de nos projets. Donc voilà, ça devrait s'accélérer dans les mois, les années qui viennent. Si on quitte le grand sujet de la data pour revenir à notre portrait chinois, il y a autre chose qui a émergé pendant la préparation et que je voulais évoquer sur scène parce qu'il a été partagé par 2 d'entre vous, Isabelle Ledresco et Olivier Nolan. C'est le sujet de l'interconnexion. L'interconnexion nécessaire aujourd'hui de la supply chain. Est-ce que vous pouvez tous les 2 développer ce point ? Isabelle, peut-être ? Je commence. Donc, effectivement, on a évoqué tout un tas de challenges que finalement de nombreuses entreprises partagent. On a, nous, une position un petit peu centrale puisqu'on est exposé au mode d'opération de très nombreuses entreprises et on essaye de coordonner des échanges et une collaboration sur certains thèmes transversaux. Je parlais des transports tout à l'heure. On a par exemple une opportunité de mettre en contact des entreprises sur des collaborations transport qui permettent d'optimiser les flux, de réduire les kilomètres à vide, mais aussi de partager des bonnes pratiques entre des entreprises idéalement non concurrentes. Voilà, donc tous ces thèmes communs et ces thèmes transversaux, il y a un réel appétit pour partager les bonnes pratiques et optimiser les opérations de chacun. Olivier, pareil, l'interconnexion, c'est quelque chose que vous travaillez. Vous avez même fait une offre. Tout à fait. Et en fait, on parle beaucoup de continuité numérique en fait, et par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Donc c'est déjà au sein de l'entreprise en fait, c'est important qu'il y ait cette continuité totale dans la supply chain pour adresser toutes les fonctions. Hein. On parle que ce soit sur la partie front office client et la partie workforce management aussi, comment on va optimiser finalement les opérations autour de la supply chain et aussi sur la partie comptabilité carbone comme je disais tout à l'heure, et sur la finance. Donc c'est important qu'on ait cette continuité numérique et c'est vrai que pour revenir à la thématique de la résilience de la supply chain, on peut pas travailler cette résilience si on n'a pas cette capacité à avoir cette interconnexion avec tous les acteurs. Donc ce sont tous les partenaires de l'entreprise, les fournisseurs et ses clients, de manière à avoir cette continuité numérique de bout en bout qui va nous permettre d'agir et de développer les bons modèles.
dernier sujet, l'un des derniers sujets que l'on peut évoquer ensemble comme conséquence ou comme fondation de ce portrait chinois, c'est l'automatisation. C'est un sujet dont on débat beaucoup. Alors, vous ne vouliez pas forcément parler parce que pour vous, c'est un acquis. Pour autant, comment doit-on gérer cette automatisation ? Grégory, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même des coûts, ça représente des coûts pour une entreprise? Est-ce que l'automatisation est incontournable? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle doit être globale, partielle? Alors effectivement, on voit de plus en plus d'automatisation et finalement pour différentes raisons. D'abord pour des raisons de coût et en particulier, je dirais, dans la distribution. Parce que plus de commandes e-commerce, ça veut dire des commandes plus compliquées à préparer, plus d'opérations. Et donc, le corollaire de ça, c'est qu'on a besoin d'automatiser, d'être plus granulaire dans les préparations. Et l'automatisation aide vraiment, notamment avec tous les systèmes de goods to man qui facilitent largement ça. Il y a une deuxième raison qui est, que tu as évoquée, Grégoire, qui est toute les pénuries de main-d'œuvre, hein, que ce soit voilà, au niveau local, régional, plus ou moins important suivant les pays, mais c'est une réponse, l'automatisation. Et enfin, peut-être plus à plus long terme, mais c'est aussi en automatisant, les technologies permettent d'utiliser moins d'espace au sol. Donc on fait le lien avec un monde plus durable et moins d'artificialisation des sols. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si je prends l'exemple de la logistique, il y a des technologies qui vraiment sont en train de des nouvelles technologies qui permettent, j'allais dire, de travailler, d'investir de manière beaucoup plus linéaire qu'avant, donc d'ajuster peu à peu son système automatisé avec ses volumes, là où avant les tickets d'entrée étaient beaucoup plus importants. Et par ailleurs, et ça va ensemble, hein, c'est que ces systèmes permettent d'opérer des plus petites unités. Voilà, il y a de plus en plus de petits centres de préparation automatisés dans la logistique, que ce soit dans l'alimentaire ou dans le non alimentaire. Grégoire, alors vous êtes assez rassurant sur l'automatisation puisque finalement vous êtes tous les exemples à vous seuls. Vous avez dans certaines régions des centres totalement automatisés qui vous ont coûté, en tout cas avec des coûts très prohibitifs. Et puis de l'autre, vous pouvez aussi utiliser de l'automatisation partielle. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous restituer cet usage de l'automatisation pour peut-être rassurer les entreprises? Donc oui, nous aux Pays-Bas, on a des centres de préparation commande qui sont soit manuels, donc bien sûr nos outils sont digitaux, mais opérés par des hommes, des humains. Et aux Pays-Bas, on a ouvert notre premier centre de préparation de commande qui est automatisé à Utrecht il y a 1 an et demi. Et ça nous permet de décupler notre productivité et donc notre capacité de production. Et dans notre cas, la capacité de production, c'est de la préparation de commandes. Avec plusieurs millions d'euros à la clé quand même. Oui, donc ça, c'est c'est un pari aussi pour nous, parce que c'est un investissement de 100 millions d'euros. Vous avez dit tout à l'heure qu'on venait de dépasser le milliard de CA, donc c'est un vrai pari pour nous. Et c'est pour ça qu'on le fait qu'aux Pays-Bas, pas encore en Allemagne et pas encore en France, parce que il y a un vrai coût financier. Et même si ça permet de décupler les capacités de production, c'est pas un besoin qu'on a aujourd'hui en France. On a commencé en Île-de-France il y a 6 mois. On peut encore travailler avec des entrepôts manuels. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir de l'automatisation qui est partielle. On n'est pas obligé d'avoir des robots du futur dans tous les sens. On peut juste avoir une machine qui permet d'augmenter la productivité sur un endroit de la supply chain qui est très chronophage ou qui a besoin de beaucoup de personnes. Nous, par exemple, dans nos opérations, on a des bacs de course dans lesquels on met des sacs plastiques. Ça prenait énormément de temps, beaucoup de monde tous les jours qui faisait que mettre des sacs en plastique dans des bacs. Et on a on a automatisé cette étape, donc avec une machine qui a augmenté la productivité de notre entrepôt de 5% et a été rentabilisée juste en 2 mois, parce que finalement, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace sur cette étape de la chaîne. Merci beaucoup. 2 derniers sujets. On parle beaucoup, on a beaucoup parlé, on parlera beaucoup du modèle émergent de la seconde main. Le modèle émergent de la seconde main, c'est déjà un défi à part entière pour les structures conseils que vous êtes, mais ça implique un autre défi logistique qui est celui de la reverse logistique, puisque un produit n'a jamais été conçu pour revenir en entrepôt. Donc ça nécessite une autre manière de penser. Comment vous accompagnez également vos clients sur ces nouveaux sujets, Olivier?
Alors effectivement, c'est un sujet, j'allais dire très à la mode, mais aussi très exigeant, parce qu'on on doit gérer le retour des produits dans des entrepôts, dans donc des circuits logistiques qui sont extrêmement compliqués. Donc chez SAP, en fait, on travaille pour développer des solutions pour accompagner nos clients dans ce domaine. Donc savoir comment récupérer des produits en magasin, savoir comment les renvoyer vers des entrepôts où ils vont être reconditionnés et réenvoyés à nouveau dans les circuits de distribution. Donc à nouveau encore beaucoup de circuits à gérer et donc chez nous c'est aujourd'hui au cœur des discussions qu'on peut avoir avec nos clients dans le domaine du retail, et on cherche à optimiser les solutions pour les accompagner. Accenture, Grégory, vous me disiez que ce qui était quand même extrêmement intéressant dans ces nouveaux sujets, c'était justement ces aspects de reverse logistique qui ne sont vraiment pas à négliger. Oui, absolument. En fait, de plus en plus, quand on travaille sur l'évolution de réseaux logistiques ou plus largement de chaînes de reconditionnement, on intègre ces éléments-là dès le départ pour être capable à la fois de dimensionner les sites, les différents ateliers sur les sites, mais aussi tout le schéma de transport pour être capable d'intégrer cette reverse logistique qui est à la fois à des fins de recyclage et à la fois à des fins de traitement de flux seconde main. Donc absolument. Et j'allais dire de peu à peu, les choses se structurent, les opérateurs de transport s'adaptent, et donc on est plutôt en bonne marche pour réaliser ces transformations. Et ces sujets de reverse logistique, alors là je parle aux 2 nouveaux modèles que vous représentez, on peut même en faire finalement de nouveaux modèles d'affaires. Ça veut dire d'une contrainte, ce qui est extrêmement intéressant dans ces nouvelles postures qu'on adopte, c'est que d'une contrainte, on peut finalement créer un nouveau modèle économique avec. Je crois que c'est votre cas, Grégoire ? Oui, exactement. Donc nous, on propose la livraison gratuite. Donc jusqu'ici, la livraison est un centre de coût. Et le but, avec cette reverse logistique, c'est de récupérer des produits ou des choses ou des paquets chez nos clients pour en faire un centre de profit. Donc aujourd'hui, en France, on récupère uniquement des sacs en plastique qui sont consignés. Donc c'est vraiment l'étape 0. Demain, on récupérera de la consigne. Mais ce qu'on fait, par exemple, aux Pays-Bas et en Allemagne, c'est on a des partenariats avec DHL, par exemple, ou SodaStream, et on récupère les bonbonnes de gaz, on récupère les retours DHL. Et le but, en fait, c'est d'être, comme on passe de toute façon chez nos clients, d'être payé pour le faire. Donc, nouveau modèle économique. Isabelle, vous aviez aussi, dans cette logique de circularité, une vraie maîtrise de la reverse logistique et un avis sur la question ? Donc, je suis inspirée par mon voisin qui en fait une source de revenus. Pour le moment, chez moi, c'est une source de coûts. Mais donc, effectivement, mes palettes, j'ai besoin de les récupérer pour les réparer et les renvoyer. Je disais tout à l'heure que c'est un de nos gros enjeux selon là où nos clients envoient leurs produits. On a plus ou moins de facilité à récupérer nos palettes, ce qui peut, d'une certaine façon, réduire l'efficacité du modèle circulaire. Donc voilà, je vais réfléchir à ce que fait mon voisin. Mais voilà, c'est très certainement un gros enjeu et bon, on l'a partagé, mais la supply chain, elle fait une boucle et plus on arrive à maîtriser les différents éléments de la boucle et plus elle est complète et plus elle est efficace. Alors on avait fait un pari informel tous les 5, on n'était pas sûr de tenir le temps nécessaire pour faire le tour des sujets. On l'a fait, il nous reste 5 minutes pour conclure. Est-ce que certains d'entre vous ont un mot de la fin à donner à l'auditoire ? On se regarde tous. Olivier, vous vous lancez ? Je vais me lancer. Je pense qu'on l'a dit, pour moi, je répète, pour chez SAP, c'est une priorité stratégique. On en a 3, et la résilience de la supply chain est une de ces 3, à côté de la sustainability et à côté de ce qu'on appelle l'entreprise intelligente. Donc ça montre un peu l'importance de ce sujet pour les entreprises aujourd'hui. Et le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on appelle de permacrise, fait que il y a beaucoup d'exigences et il y a beaucoup de challenges en fait associés à ça. Donc
Donc le mot de la fin, c'est que pour nous, c'est un sujet d'intérêt extrêmement important chez SAP. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et les technologies qui arrivent, on a parlé d'automatisation, l'intelligence artificielle aussi, va aussi être une des clés pour nous aider à répondre aux challenges de cette supply chain. Grégory, quelque chose à dire? Écoutez, moi, on a une vision, je l'ai évoqué rapidement, mais qu'on porte, c'est que vraiment, je pense que dans le monde de demain, on va passer d'un modèle qui était historiquement très massifié, très grosses usines, très gros entrepôts, avec en corollaire de ça pas mal de transports et finalement peu de limites sur la distance au sourcing. Je pense qu'on va passer vers demain plutôt vers une supply chain distribuée, c'est-à-dire vraiment des écosystèmes très intégrés par région, indépendants les uns des autres, qui soient capables de gérer, j'allais dire, la chaîne complète, depuis le sourcing jusqu'à la production et la livraison au magasin ou aux clients finaux. Et ça, ça favorise plus de local, ça favorise une supply chain plus résiliente. Et voilà, donc on a cette vision-là qui est en train de se mettre en place peu à peu. Et j'allais dire que voilà, l'évolution des coûts de transport, le cadre réglementaire, les attentes des clients et des consommateurs, on pense que ça va accélérer ce mouvement. Merci beaucoup. Et Grégoire et Isabelle? Oui, pour ajouter sur ce que disait Grégory, je suis très d'accord avec ça. On avait 5 entrepôts en janvier, on en a 16 aujourd'hui. Et cette capacité va déjà accroître et à développer à multiplier le nombre d'endroits à partir duquel on fait des opérations est assez crucial. Et bien sûr, tout l'enjeu pour nous, c'est de garder cette qualité de service en ayant 16 entrepôts au lieu de 5 et donc réussir à localiser ce qu'on peut faire, ce qui peut l'être, et tout en ayant des systèmes qui sont généraux, souvent globaux sur les 3 pays d'ailleurs, communs sur les 3 pays, tout en ayant cette hyper-croissance. Et Isabelle, le mot de la fin? Dernier mot de la fin, c'est peut-être une invitation pour tout le monde à essayer de réfléchir à la supply chain, pas comme une obligation, mais peut-être comme une opportunité. Comme mot de la fin, on peut terminer sur l'idée d'une supply chain qui serait régénératrice, c'est-à-dire qui aille au-delà de la consommation des ressources et qui, au contraire, les renouvelle, et donc qui permettent d'avoir un résultat final positif et non pas neutre ou négatif. Donc voilà, ça, tout le monde peut y contribuer. Je vous remercie beaucoup tous les 4 pour ce témoignage autour de la supply chain. Merci beaucoup.